Bonjour à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 187. Aujourd'hui, on va parler des casques aéro et des polémiques qui les entourent. On parlera aussi des nouveautés apparues la semaine dernière, mais aussi des résultats du week-end. Allez, on y va. On voit cette année que les commissaires de l'UCI sont quand même assez pointilleux. Déjà, on avait eu la polémique sur les cocottes de frein au tout début de la saison. Là, maintenant, avec l'apparition de nouveaux casques aéro, ça crée de nouvelles polémiques avec des communiqués et où ils annoncent même devoir réviser quelques règles. Donc, c'est quand même assez intense comme début d'année. Ce qu'on peut voir pour parler des casques de chrono, c'est que chaque équipementier et chaque équipe a vraiment son style. Ils peuvent avoir plusieurs formes complètement différentes car l'intérêt est d'avoir quelque chose le plus travaillé aérodynamiquement parce que c'est des casques qui sont utilisés que sur les chronos ou un peu en triathlon. Mais là, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement sur les épreuves de contre-la-montre. Donc c'est l'épreuve où la technicité doit être au maximum, doit être le plus élevée pour gagner le maximum de vitesse. C'est vraiment l'apogée du cyclisme haute vitesse individuel. C'est là où c'est très intéressant. Donc chaque équipementier travaille avec en aérodynamique pour pouvoir en faire des équipements, des vélos, des casques, des lunettes, des chaussures le plus aérodynamique possible. C'est là où c'est intéressant. On avait vu il y a quelques années IF et POC sortir un casque vraiment étonnant qui était très large comparé aux anciens casques qui étaient plutôt longs mais fins. Donc le POC avait révolutionné le système aéro, on va dire, des casques en sortant un casque très large pour canaliser l'air au-dessus des épaules. Après, on a vu des équipes comme UnoX utiliser des casques un peu dans ce style. Là, sur ce début d'année, on a vu le nouveau casque de la Bahrain Victorious, le Rudy, qui est quand même déjà très large avec des grandes visières. C'est assez étonnant, mais c'est une évolution. Et on a vu surtout celui de la Visma Lease Bike avec leur casque clairement sorti d'un épisode de Star Wars. Bon, clairement, ce casque, il sort tellement des règles et des standards habituels que du coup, c'est vraiment choquant, sachant que la règle de l'UCI est d'avoir un casque normalement de 28 cm de large au maximum et de 40 cm de long. Bon, là, clairement, il joue vraiment avec les limites, mais bon, c'est dans un système aérodynamique pour gagner le maximum de temps. Moi, quelque part, ça me gêne pas spécialement qu'ils aient des casques vraiment le plus travaillés possible, étant donné que c'est vraiment pour le contre-la-montre, c'est une épreuve spécifique, ça correspond pas à la pratique de tout le monde. C'est un peu la Formule 1 du vélo de route. Donc pour moi, d'avoir des casques les plus différents et aérodynamiques possibles, je trouve ça assez intéressant de pouvoir étudier ça. Là où l'UCI pose des problèmes, crée des polémiques, c'est que la même semaine avec que la découverte de ce casque, de ce nouveau casque Giro, ils ont banni l'utilisation des cagoules sous les casques Specialized qu'utilisent notamment Remco Evenepoel ou même Labora. Leur prétexte et leur règle est de dire que la cagoule n'est pas indispensable. Bon, clairement, est-ce que ça gêne vraiment à la sécurité des coureurs d'avoir une cagoule sous le casque ou des chaussettes qui montent jusqu'au genou? Est-ce qu'on ne se trompe pas de débat? Car ce qu'on peut voir aussi sur les épreuves de contre-la-montre, c'est une recherche des équipementiers pour aller le plus vite possible, mais aussi des coureurs. On l'a vu malheureusement avec Stephen Kung l'an dernier sur le championnat d'Europe, qui avait touché une barrière et eu quand même un grave accident. Bon, heureusement, il n'avait pas été blessé, mais il avait cassé son casque en dérivant sans regarder la route ou en ne la voyant que très partiellement et en se prenant une barrière. Comme on peut voir sur le peloton actuel, il y a énormément de coureurs qui, lorsqu'ils roulent, clairement regardent leurs pieds pour avoir des gains aérodynamiques supplémentaires. On le voit là avec Ben Tulette de la Visma Lease Bike, c'est assez impressionnant. Est-ce que le problème ne viendrait pas de ce point de vue? Plutôt que de réglementer un casque qui fait améliorer la vitesse et qui en soi, le casque de la Visma ne semble pas moins protégé que les autres casques, voire même au contraire. Parce que, étant donné qu'il va plus loin, bon, l'envergure pourrait peut-être poser problème en cas de chute, mais globalement,
on peut pas dire que ça enlève de la sécurité d'avoir plus d'aérodynamique à partir du moment où c'est pas saillant ou qu'il n'y a pas un faible champ de visibilité. Je ne vois pas le problème d'avoir un gros casque. Bon, par contre, si le coureur ne peut pas regarder la route lorsqu'il roule, là c'est vraiment un problème de sécurité. Est-ce que de ce côté-là, il ne faudrait pas autoriser dans le futur soit les équipes à mettre complètement des écrans et une caméra au-dessus du casque, comme ça le coureur il verrait beaucoup mieux qu'actuellement, parce que clairement hein, pour y voir à travers des prolongateurs et des mains comme ça, on ne peut pas dire que les coureurs voient vraiment correctement la route et ce qui peut se passer. Bon, même s'ils reconnaissent évidemment les parcours. Mais où est-ce qu'ils devraient utiliser peut-être des lunettes d'escalade, voilà, avec renvoi d'angle. Ça serait quand même assez drôle. Mais ça fait partie des solutions qui seraient sûrement complètement interdites par l'UCI le jour où ça sortirait, mais par contre qui finalement améliorerait la sécurité du coureur. Donc voilà, il faut vraiment se poser la question, est-ce que le problème vient de la forme aérodynamique des casques qui en fait dérange l'esprit du cyclisme et l'habitude qu'on a, les standards qu'on voit habituellement sur des cyclistes sur leur vélo, ou est-ce que pour le contre-la-montre, il faudrait vraiment libérer l'ingéniosité de chaque marque pour vraiment faire pousser aux extrêmes pour pouvoir gagner du temps. Voilà. Bon, finalement, on voit que pour Guillaume Martin, il n'y a pas eu de problème de visibilité. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et finalement, qu'est-ce qu'on a vu sur ces deux contre-la-montre? C'est l'équipe UAE qui remporte les deux chronos sur les deux courses avec un casque MET qui est plutôt classique. Voilà, qui est juste l'évolution de plusieurs années de casque aérodynamique. Donc voilà. Il s'agit de se poser les questions. On passe maintenant aux nouveautés sorties cette semaine et la première nouveauté que j'ai repérée, ce sont les nouvelles pédales Look à capteur de puissance, les X-Track et les KO Blade Power. Donc X-Track Power pour le VTT et KO Blade Power pour le vélo de route. La nouveauté, c'est qu'elles sont faites 100% par Look. Les années précédentes, ils travaillaient avec la marque SRM et ils faisaient en collaboration des pédales. Donc là, cette année, ils s'occupent de toute la fabrication en interne et notamment de l'ingénierie. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont sorti des pédales les plus légères du marché à capteur de puissance, parce que c'est uniquement 260 grammes la paire. Et au niveau des prix, on est sur les standards habituels. Ce qui n'a même pas donné les pédales à capteur de puissance. Elles sont disponibles en un seul côté ou les deux côtés, savoir si vous voulez l'équilibre ou uniquement des pédales un peu moins chères. Et ça tourne aux alentours des 1000 € et 1099 € suivant les modèles. On a vu aussi chez Giant le nouveau TCR, le TCR 10e génération. Ça fait quand même un bon nombre d'années que ce TCR existe. Et ils n'ont pas révolutionné leur vélo, par contre ils l'ont encore une fois un peu plus épuré. Ils ont fini l'intégration, maintenant on ne voit plus du tout de câble. Et ils ont quand même gardé leur principe de base d'avoir un vélo très léger et à la fois une gamme assez grande. Quand on voit le vélo, on voit que la gamme démarre sur un premier modèle à 2800 € et finit avec le modèle le plus haut de gamme à 12 300 €. Donc sous le même nom, il couvre quand même une large gamme de cyclistes. Par contre, sur le plus haut de gamme, ils ont toujours leur tige de selle intégrée. Il y a très peu de marques qui continuent à garder ce système étant donné que c'est assez exclusif pour pouvoir lorsqu'on veut revendre le vélo. Par contre, ils annoncent leur vélo le plus haut de gamme à 6,6 kg, donc en dessous des règles de l'UCI. Je pense que ça vient en partie grâce à leurs nouvelles roues. Et les nouvelles roues, notamment, c'est chez Cadex, elles sont sorties, on les a aperçues la semaine dernière, c'est les nouvelles Cadex Max 40. Ce sont des roues avec moyeu carbone et rayon carbone intégrés, un peu comme les lightweight, mais avec un cercle démontable. Ce qui est bien, c'est que si des fois vous venez à abîmer votre cercle, vous pouvez remplacer le remplacer directement sans devoir jeter la roue ou trouver une solution pour les faire réparer. Donc la bonne nouvelle pour ces roues, bon, on va clairement pas parler de prix, encore sur du très haut de gamme. Hein. Quand on parle de moyeu carbone avec rayon intégré, clairement on est sur du très haut de gamme. Par contre c'est 1,250 kg la paire de roues.
Donc à force, on s'aperçoit que le poids des roues à disque reviennent quasiment au poids des roues à patins équipées de boyaux. Donc, ça commence à être intéressant et vraiment technologique. On a vu également chez Cadex leur nouveau cintre potence intégré, donc les combos. Toujours pour gagner un peu plus de poids, je rappelle la contrainte de ces cintres potence intégrés, c'est la difficulté de changer et de changer les tailles. Bon, ce qu'on voit dans le peloton professionnel à l'heure actuelle, mis à part chez UAE et certaines autres équipes, équipées notamment des cintres Vision, les équipes ont tendance à enlever ces cintres potence intégrés pour pouvoir les changer plus facilement, changer les tailles plus facilement. Bon, dans tous les cas, c'est du matériel très léger et très haut de gamme, c'est intéressant. Autre nouvelle un peu plus originale, on va dire, j'ai découvert une course en Alaska qui s'appelle l'Iditarod Race. C'est une course marathon. Et là, clairement, je vous ai mis l'article avec la photo des vélos. Clairement, il faut énormément de motivation pour pouvoir aller sur cette course. C'est une course réservée à très peu de cyclistes dans le monde. C'est sur invitation. Parce que clairement, la difficulté est vraiment extrême. C'est entre 350 et 1000 miles la course. 1000 miles, ça correspond à 1600 km. Clairement, dans l'Alaska, faut être quand même sacrément équipé. Il ne faut pas avoir peur du froid. Donc clairement, moi, je leur laisse cette course, surtout avec des fat bikes équipés comme ils sont. Ça va pas être de la tarte. Autre nouveauté aussi, j'ai découvert ça ce week-end sur Strava. Sur Strava, maintenant, en dessous, dans votre activité, en dessous de vos performances sur les segments, vous avez des rapports de performance. Donc pour la plus grande ascension, pour le 10 km, le 20 km, le 50, le 100, ça vous donne vos temps. On avait déjà cette fonctionnalité sur la course à pied. Et je trouve ça assez intéressant de l'avoir maintenant sur le vélo. Donc ça ne sert pas à grand chose, c'est plus pour vous flatter, mais ça vous permet d'avoir votre temps aux 100 km ou votre plus grande ascension. Ça peut alimenter encore des conversations et pour les plus pointilleux, vraiment connaître vos statistiques, savoir si vous voulez améliorer votre 10 km ou votre 50 km. On avait déjà les compteurs qui nous donnaient ce genre de performance, mais moi c'est toujours bon à prendre, hein, de plus en plus de statistiques. On passe maintenant aux résultats. Et dans les résultats cette semaine, c'est Jonas Vingegaard qui remporte le Tirreno Adriatico. Donc sous des conditions météo vraiment abominables. D'ailleurs, ça commence à être très compliqué les conditions météo sur ce genre de course. Et toujours chez la Visma Lease Bike, c'est Matteo Jorgensen qui remporte le Paris-Nice sur de très belles étapes. On a vu une belle bataille avec Remco, une belle alliance avec Remco sur la dernière étape. C'était intéressant à regarder. Et pour finir ce show numéro 187, on va parler des statistiques. À partir de la semaine prochaine, on va mettre vos activités à l'honneur, c'est-à-dire que sur le club Strava GCN en français, on vous demande ceux qui voudront montrer leur activité. N'oubliez pas de rajouter le petit hashtag GCN Show, comme ça on saura que vous voulez qu'on parle de vous. Et si vous avez fait votre premier 100 km, votre premier 50 km ou que vous avez fait quelque chose qui vous a fait plaisir et que vous voulez montrer aux autres, on pourra en parler et montrer cette activité dans le show. Donc ça vous fait plaisir aussi de vous encourager dans vos performances. Donc vous publiez votre activité dans le club GCN en français sur Strava et nous on en parlera. Donc cette semaine, on vient de lancer, donc je vous montre ma petite sortie dans le Pays Basque. C'était juste avant la tempête annoncée pour ce week-end. J'ai réussi à faire un 150 km, 146 exactement, avec 2600 mètres de dénivelé. J'ai côtoyé un peu les petits névés de neige. Ça m'a fait plaisir et dans tous les cas, je suis content de vous le montrer maintenant. Voilà. Bon, pour ce GCN Show numéro 187, c'est fini. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur GCN en français. Ciao, ciao!